La prise de décision est permanente dans la pratique sportive, que ce soit lors de l'activité ou pour les besoins tactiques ou stratégiques. Au final, décider nous renvoie à notre liberté, à nos peurs. En apprenant, l'humain devient plus apte à décider, mais comment cela fonctionne-t-il ? Nous abordons ces sujets passionnants maintenant avec Éric Lacroix, coach sportif, préparateur physique et mental, professeur et directeur du service des activités physiques et sportives de l'Université de La Réunion. Et nous retrouvons donc Éric Lacroix pour la poursuite de cette série sur l'exploration mentale avec la question de la prise de décision dans la pratique sportive. Bonjour Éric Lacroix. Bonjour Christophe. Alors nous poursuivons cette série, l'exploration mentale, c'est le 6e numéro. En réalité, nous avons déjà largement développé un certain nombre de sujets et nous allons donc rentrer un petit peu en profondeur sur cette question, mais peut-être un bref rappel, puisque chaque émission peut être vue indépendamment, mais un bref rappel avant de vous poser une première question. Un bref rappel, c'est vrai qu'on est dans les causeries de l'exploration mentale suite à l'expérience corporelle et on va vraiment étudier un petit peu plus les aspects neuroscientifiques, et là on est dans les décisions évidemment, mais tout le contexte, on va dire, de comment fonctionne notre cerveau, mais aussi on est très très connecté avec la boucle, on va dire, du corps, c'est-à-dire la boucle finalement, parce qu'on est des êtres entiers. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'isoler un petit peu certaines choses pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs. Alors je sais que vous aimez bien les citations. Oui. Alors donc là, vous nous avez effectivement réservé une citation qui va peut-être nous permettre de méditer la question qui se pose derrière cette citation. Oui, en fait, j'ai voulu introduire par rapport à cette citation de Pierre Maliédo, qui est neuroscientifique, qui lui-même travaille à l'Institut Pasteur. Vraiment, ses travaux sont orientés. Il a écrit un livre qu'on verra tout à l'heure sur le management, notamment, par rapport à la prise de décision. Mais vous voyez bien, il y a même une version un peu philosophique de cette définition, de cette citation, c'est-à-dire vraiment se saisir de sa liberté. Encore faut-il la définir. Est-ce qu'on est vraiment libre ? On pourrait aussi même parler un peu d'autonomie, mais en apprenant à maîtriser ses peurs, on est là sur le côté émotionnel qu'on a vu dans la précédente émission et causerie, qu'on a vu par rapport à sa peur au niveau émotionnel. Mais aussi, l'humain, vous voyez, est une machine à apprendre pour décider. C'est-à-dire qu'on doit aussi, il y a tout un apprentissage de la décision qu'on va revoir un petit peu. On avait vu déjà ça dans la causerie précédente, la numéro 5. Et là, on va voir aussi qu'il y a un vrai apprentissage. Donc effectivement, dans nos sociétés, on le sait, l'apprentissage se fait sur des décennies pour devenir des êtres humains aptes à prendre des décisions pour mener nos vies ou pour... Donc au final, cette citation pourrait faire l'objet d'un très beau sujet du bac. Oui. Du bac. Alors, faut-il apprendre donc pour pouvoir décider ? Donc, en fait, oui. En fait, ce qui est important, je vous ai apporté une slide aussi sur un rappel, en fait, ce qu'on a vu dans la causerie numéro 5, mais qui semble fondamental parce que vraiment sur les processus des décisions, on parle beaucoup de biais cognitifs, d'heuristiques et finalement on en a parlé. Je vous ai résumé en fait un peu ce qu'on a évoqué dans la causerie précédente, et notamment sur les 3 systèmes, puisque le cerveau fonctionne selon 3 systèmes de décision. Alors il y a les systèmes 1 et 2 par Daniel Kahneman et puis le système 3 plus par Olivier Houdet. Mais grosso modo, vous voyez, c'est que il y a une petite phrase, c'est vraiment face à l'incertitude. L'incertitude et le stress. Et le cerveau, il a besoin, il est prédictif, il va détecter des informations nouvelles et il va comparer par rapport à un répertoire, vous voyez, qu'il a déjà. Donc, on a parlé d'expérience. Et il va prendre des décisions. Et vous voyez que j'ai mis trois secteurs importants. Le côté de la décision rapide, un peu en mode automatique. Il faut parfois prendre des décisions très rapidement, notamment aussi parfois pour notre survie, mais pas que. Mais il y a dans certains sports, parce que là, le prétexte, c'est de parler aussi de la pratique sportive. Exactement. C'est de prendre des décisions rapidement.
Donc, il va se référer instantanément, vous voyez, à des situations analogues déjà vécues. Donc, d'où le côté de l'expérience, vraiment, et de travailler là-dessus. Le système 2, sur le côté un petit peu plus raisonné, on va dépenser de l'énergie. Donc, il va y avoir un aspect cognitif, on va avoir un mode vraiment de dépense d'énergie sur ce versant-là, notamment après pour avoir des fonctions exécutives. Mais il va se débrancher du mode automatique pour aller chercher des options. Et notamment, en même temps, il vient aussi jongler sur le côté émotionnel, il vient aller chercher les processus d'encodage mémoriel, etc. Et toutes les zones, notamment, même là, on peut parler presque d'une onde comme la conscience, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plein d'informations et on va amener ça sur le cortex préfrontal, donc le système rationnel de décision. Mais il y a quand même un système 3 très important et qui peut aussi être vraiment initié dans la pratique sportive quand on peut avoir une notion de risque ou de danger qui est le cerveau en mode système 3 où on va modérer en fait ces impulsions pour adopter des comportements plus réfléchis. On peut penser par exemple sur une voie d'alpinisme, à un moment donné, c'est les conditions météo. Eh bien, on peut être en système 1, par exemple, ou voire en système 2, mais à un moment donné, il va falloir peut-être inhiber pour se dire, finalement, on ne va pas y aller, on va prendre la décision, finalement, très louable et importante de ne pas risquer sa vie. Mais parfois, c'est arrivé. Pas à le faire. On le voit bien dans toutes les histoires d'alpinisme. L'alpinisme, c'est fréquent. Poussé par, on va le voir d'ailleurs après, ça va être intéressant, le côté social, journalistique, où on peut être poussé par d'autres personnes à vouloir faire finalement des exploits, à challenger beaucoup plus. Et on n'est plus concerné par son système justement de système 3. Et là, ça peut être dangereux parce que finalement, on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes et on n'est pas complètement aligné. Et ça peut entraîner des dangers, voire la mort. Mais vous d'ailleurs, qui êtes un spécialiste de l'ultra-distance, notamment en trail, vous êtes un spécialiste du trail de l'ultra-distance. Ça, c'est vraiment des sujets qui doivent vous préoccuper en tant que préparateur. C'est non seulement des sujets qui me préoccupent, mais qui me passionnent et sur lesquels je travaille pas mal en ce moment avec l'Université de Grenoble, notamment sur le côté du circuit de la récompense et des effets de la dopamine, notamment de ce neurotransmetteur qui est vraiment très important. Alors, il y a plusieurs formes de dopamine, mais et c'est là où, dans notre cerveau, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne et que parfois, ça peut nous échapper aussi. Donc, parce qu'on est aussi sur un système de récompense assez élevé. Donc, on l'a vu, donc le système 1, système 2, dont vous aviez d'ailleurs présenté des ouvrages qui traitent de ces sujets-là. Avec la capacité donc, à automatiser, à diminuer sa mobilisation cognitive en réalité. Oui, c'est ça. Ça peut être très épuisant aussi. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les aspects de réflexivité, d'aspect cognitif, sur le côté, après, justement, pour construire quelque chose au niveau exécutif, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, il est important, vous pouvez le tester, c'est-à-dire vous allez faire un examen pendant 6 heures, vous sortez, vous êtes épuisé, en fait. Mais c'est ce qu'on appelle, je rappelle, le côté de la fatigue. On avait aussi une causerie là-dessus, sur la fatigue mentale. On a vraiment une fatigue mentale qui n'est pas forcément que de la fatigue du système nerveux central ou de la fatigue périphérique, mais voilà, on a une fatigue aussi mentale. Il y a une charge mentale qu'on appelle charge mentale. C'est beaucoup dit, notamment, on l'entend beaucoup dans les côtés de prépa mentale, etc. Mais cette fatigue cognitive, c'est une charge mentale. C'est cette fameuse charge mentale qu'il faut réussir à diminuer au maximum pour performer, en fait. Tout à fait. Alors, donc on a vu effectivement comment cela se passe dans le cerveau. Comment améliorer les décisions rapides? Est-ce qu'il y a des processus pour ça? Alors, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'on est maintenant, on a une évolution de l'intelligence artificielle, on a une évolution de la technologie. Et il y a pas mal de sociétés maintenant qui se mettent là-dessus sur les prises de décision sous pression temporelle. Dans certains sports, on peut être sous pression temporelle, notamment pour prendre des décisions très rapidement, où il y a, vous voyez, des vitesses d'exécution dans des sports de raquettes ou d'autres sports, même dans les sports collectifs. Voilà. Et on le voit bien sur cette image. Il y a par exemple à La Réunion une société, on peut faire un petit peu la pub, qui s'appelle NeuroTracker, où on va en fait habituer
des sportifs en situation, en même temps qu'ils vont faire une pratique sportive, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire dans la pratique sportive, vous voyez, il y a une boucle, on va dire, au niveau corporel qui va se créer, mais en même temps, il y a des prises de décision à prendre. Par exemple, je vous donne aussi l'exemple de la course d'orientation, qui est typique de ça, c'est-à-dire vous allez faire un effort quand même assez violent, et en même temps, il faut regarder quand même la carte, s'orienter, etc. Donc c'est aussi une charge, vous voyez, cognitive. Donc, en fait, l'améliorer, c'est aussi pouvoir donner des outils aux sportifs, comme NeuroTracker par exemple, où par exemple vous allez suivre des ronds visuellement. On a vu sur la causerie numéro 5, l'aspect visuel est très très important, la prise de sens. On l'a vu, oui. Voilà, au niveau spatio-temporel. Et de suivre par exemple, vous voyez, ces cercles, c'est très très important. En même temps qu'on va faire du sport, eh bien on va adapter l'organisme en fait à pouvoir prendre des décisions en même temps qu'on a une pratique sportive. Donc ça, c'est vraiment un entraînement spécifique avec des simulateurs informatiques. Enfin, on a derrière ça des programmes qui permettent. Et on sait mesurer les résultats. On est capable d'évaluer l'augmentation de performance, justement. Oui. Alors, sur ce genre d'exercice, par exemple, les meilleurs, vous pouvez imaginer, en fait, c'est pas du tout un sport qu'on pourrait penser qui développe beaucoup de dépenses énergétiques, mais une dépense mentale, c'est l'e-sport. Ah oui. En e-sport, on a constaté que les joueurs d'e-sport étaient exceptionnels dans la capacité d'analyse de ces possibilités de pouvoir suivre en même temps plusieurs sectes, par exemple. Voyez. Alors vous avez proposé d'ailleurs une très belle émission sur le e-sport, donc nous vous incitons à regarder cette émission dans les sports live de l'Université numérique de La Réunion. Alors nous avons donc effectivement vu qu'on peut améliorer les décisions rapides. Alors, le groupe, parce que souvent aussi les sports se pratiquent en groupe, les activités, est-ce que ça a une influence sur la prise de décision? Est-ce que c'est comparable le fonctionnement en groupe ou individuel? Comment l'un et l'autre interagissent? Quand on fait une pratique sportive, on est rarement quand même isolé complètement, sauf quand on est parfois à l'entraînement. Mais c'est vrai que la compétition nous amène à nous confronter. Et aussi, on a besoin de lien social. C'est difficile de vivre tout seul. On fait aussi de la compétition souvent parce qu'il y a ce besoin de se connecter, d'avoir du lien social, de comparaison, pas forcément dans le jugement, de la comparaison tout simplement, et puis de se mettre en challenge, vous voyez, sur le circuit de la récompense. Mais par contre, la pensée de groupe versus la décision, comme je vous le mets dans cette slide, c'est quand même important aussi à prendre en considération parce qu'il peut y avoir des biais, vous voyez, confrontés au groupe. C'est-à-dire, on le voit bien, il peut y avoir des biais d'influence, en fait, qui vont perturber, finalement, on le sait bien, le groupe, à un moment donné, peut nous amener à prendre pas forcément les bonnes décisions parce qu'on voudrait paraître plus fort qu'on est, ou finalement, on est un peu perturbé par cet aspect de lien social et d'effervescence sociale. Donc, vraiment, il y a aussi dans certains sports, même dans tous les sports, on peut dire, la prise en compte de ces biais. On parle même de bruit. D'ailleurs, Daniel Kahneman a fait un nouvel ouvrage là-dessus, ce qu'il appelle les bruits. C'est une variabilité indésirable dans nos jugements. Je vous donne un exemple. Ils ont fait une expérience justement par rapport à des corps de métier, par exemple des juges. Eh bien, vous allez juger quelqu'un, par exemple, d'un délit. Eh bien, les mêmes formations, les juges ont les mêmes formations, on va dire, le même temps de formation, le même diplôme, etc. Les jugements peuvent varier de 3 ans à 12 ans. Et c'est ça. Donc là, on est vraiment dans un biais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même avec une même formation, etc., vous imaginez, donc derrière, on a finalement... Ça génère de l'injustice. On a pratiquement 9 ans de différence. Oui. Donc c'est énorme. Donc là, on est ce qu'on appelle dans les bruits, c'est-à-dire que c'est vraiment des variables dans les jugements. Et on pourrait aussi avoir ça dans la pratique sportive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pas prendre forcément... On est les mêmes sportifs, mais dans un contexte différent, on pourrait peut-être avoir une décision un peu différente. Vous voyez qui peut être aussi influencé, ou alors de notre propre expérience ou de notre historique aussi, ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a eu de la frustration? Est-ce qu'à un moment donné,
il y a des choses qui ne sont pas travaillées, qui peuvent ressortir aussi dans la pratique sportive. Le conformisme au groupe, qui est dans les expériences psychologiques de groupe, de psychologie de groupe, est très connu. Oui, aussi. Et d'ailleurs, on en a parlé ensemble avant cette discussion du film, justement, très expérimental de 12 hommes en colère, de Sidney Lumet en 1957, ou Henri Fonda, où un gamin de 16 ans est accusé de patricide, c'est-à-dire il a tué son père. Tout le monde est convaincu de son jugement, donc les 12 jurys se réunissent. Et tout le monde dit qu'il est coupable. Et puis en fait, au fil et à mesure du temps, des discussions et selon les contextes sociaux, de ce qu'ils vivent, etc., en fait, ils arrivent à avoir une sorte de discernement à la fin. Et finalement, ces bruits s'estompent, entre guillemets, pour s'accorder que finalement, il n'est pas coupable et ils vont le désigner pas coupable. Donc on voit bien que la décision quand même finale est quand même assez impressionnante. Et à son importance. Alors, apprendre à décider, on l'a vu, c'est important, mais... au final, qu'est-ce qu'apprendre à décider ? Apprendre à décider, j'ai travaillé là-dessus pour essayer de vous synthétiser, mais on va prendre un petit peu de temps là, parce que ça me semble important. Au-delà de la pratique sportive, je pense que ça peut être aussi intéressant, finalement, apprendre à décider dans pas mal de situations, dans le management notamment, et dans pas mal de domaines. Là, on est sur un ouvrage en fait qui est pas sur le côté de la décision, qui est apprendre à choisir. Mais en fait, on voit bien que apprendre à choisir, c'est aussi un processus entre les deux, entre le côté des options et des décisions. D'un ouvrage de Bernard Boulon et Laurent Falk qui, en 2020, donne un process que je trouve intéressant. Parce que trancher, c'est quoi ? Entre quoi et quoi ? C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt manger du chocolat ou un brocoli ? On en parlait aussi tout à l'heure avec un jeune. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Le chocolat, c'est bon parce que c'est sucré. Il y a un réel besoin, un petit peu inversant, vous voyez, de récompense. Le brocoli, le goût est moins bon, mais par contre, c'est meilleur pour la santé. Vous voyez, donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va faire qu'on va décider et qu'est-ce qu'on va trancher, pourquoi, entre quoi et quoi ? Et on voit bien qu'il y a quand même un contexte d'expérience, mais pas que. Il y a aussi des options qui vont se présenter. Et c'est là où ça va être intéressant parce quand on va rentrer dans les options, vous voyez bien, c'est là où on arrive à complexifier davantage, on déplie. Et en fait, dans la préparation mentale, on aime bien déplier. En fait. On voit souvent les choses de manière globale. On ne va pas dire à un athlète « aie confiance en toi » ou « décide ça ». C'est totalement aberrant. C'est-à-dire on va donner un grand concept où on va se débrouiller avec. Non, il faut vraiment, vraiment déplier. Donc quand on va apprendre à un athlète ou à un sportif de décider, on va d'abord lui exposer qu'il a peut-être des options. Et en fait, des options, quelles sont-elles ? Est-ce que derrière ces options, vous voyez, est-ce qu'il y a un problème ? Il y a des enjeux particuliers, vous voyez, les options qui sont aussi mises dedans. Mais c'est vraiment poser quel est le problème d'abord. C'est à qui appartient d'y apporter une solution. Est-ce que c'est lui ? Parce que des fois, on se rend compte que quand on vient aux options, parfois, des fois même, la décision ne vient pas. Moi, j'ai eu des sportifs ou des athlètes qui ont décidé de ne pas prendre de décision. C'est une décision, d'une certaine façon. Exactement. Donc, c'est assez paradoxal, mais finalement, c'est une décision. Mais de ne pas en prendre. C'est ça. Donc, c'est assez marrant de ne pas en prendre dans la pratique sportive, de ce qu'ils avaient fait comme éventuellement comme rêve, comme choix, mais qui, en fait, au bout du compte, quand on revient aux options, finalement, ils se mettaient eux-mêmes un problème alors qu'il n'y en avait pas. Ou ils se mettaient un challenge trop fort alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, qu'ils avaient peut-être besoin d'avoir un autre challenge qui leur correspondait plus. Mais je les laisse aller, c'est-à-dire que je ne vais pas leur dire. C'est-à-dire on va poser justement la question aux sportifs, quel est le problème ? Quels sont les enjeux qui sont associés ? Puis quelles options en fait qui en découlent ? N'importe quelle pratique sportive, un sportif va vous dire « Ah, je veux faire ça, je veux faire telle compétition, ou je veux passer tel diplôme, etc. » Oui, en fait, c'est de poser vraiment le problème. C'est quoi le problème ? La problématique, ce n'est pas un problème d'un sens négatif, c'est une problématique. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un peu le pourquoi. Vous voyez ? Et il faut être en accord avec ce pourquoi et ces options. Vous voyez ? Parce que... Et là, juste une chose, on va parler aussi de bénéfices et de risques.
Souvent, c'est ça. Posez-vous la question, quels sont les bénéfices? On a parlé de Mathias Pessiglione qui travaille vraiment là-dessus sur l'Institut du cerveau. Quels sont les bénéfices que je vais en tirer ou les risques que je vais en tirer? Notre cerveau est en permanence là-dessus dans les options. En permanence. Vous voyez, qu'est-ce que je peux en bénéficier? Quel risque je vais prendre derrière? Il va être toujours dans cette balance-là pour après éventuellement prendre des choix. Par rapport à un système aussi de valeurs ou un système si c'est dans la compétition, j'imagine, d'objectifs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, à un moment donné, les bénéfices, c'est finalement, on va toujours penser à ce système de la récompense. Vous voyez, il y a un mélange d'alignement entre le circuit de la récompense, les émotions et le côté de la décision. Mais tout ça, c'est souvent un peu en conflit parfois. C'est-à-dire qu'on a des fois un système de la récompense qui fonctionne énormément et qui vient se greffer à la médaille, c'est-à-dire au système des émotions. Et là, quand les deux sont en boucle, les deux même, et en boucle, bah, la personne devient addictive. D'ailleurs, là, on est sur de l'addiction. C'est des choses qu'on verra aussi. Hein. Mais en fait, on n'a plus de fonction exécutive, entre guillemets. C'est-à-dire que le système de récompense prend le lead, il va aller sur l'émotionnel, ça me fait du bien, hop, je reviens sur le circuit de la récompense, etc. Donc on va au péril de la vie ou de la santé. Au péril déjà des neurotransmetteurs, plus de dopamine, plus rien. Donc, en fait, c'est là aussi, moi j'aime bien intervenir aussi sur ces versants, c'est-à-dire du sens. C'est pour ça que la discussion là, et la causerie qu'on a, c'est aussi du sens à nos décisions. C'est fondamental pour aussi, à un moment donné, dans l'approche sportive notamment. Alors là, on est sur des décisions, on va dire, plus long terme. Ce n'est pas la décision instantanée qui doit être prise lorsqu'on est dans une paroi, par exemple. Exactement. Là, c'est la décision tactique ou stratégique. Tout à fait. Pour le sportif. Ouais, c'est important aussi parce qu'en fait, on est aussi sur des choses qui vont nous engager dans un processus long, des fois, dans lequel on voit des sportifs, après, finalement, pas être forcément bien au niveau de la santé mentale. On parle de santé mentale, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne peut, on avait évoqué ça dans la causerie 5, avoir une prophétie auto-réalisatrice. On voit des sportifs entrer dans une pratique dans laquelle ils ne sont pas du tout en accord ou ils ne sont pas alignés, en fait, avec ces versants-là. Et au bout du compte, il y a des désordres, en fait, au niveau de la motivation, au niveau de la circuit de la récompense, etc. Donc on voit bien que l'apprendre à décider, c'est aussi de poser, vous voyez, ces enjeux de ces options. Et après, ce qui peut permettre, entre guillemets, d'avoir une... Et ça va vous plaire aussi, parce que je sais que vous êtes très sensible là-dessus, sur le côté de la pensée critique, du libre arbitre, où on est aussi dans un versant un peu philosophique là-dessus. C'est-à-dire que là, on peut avoir un choix, mais selon notre personnalité, en fait. Et là, on va avoir des données objectives, une sorte d'implication. Mais on le voit bien qu'encore une fois, il y a toujours des questionnements sur est-ce qu'on est dans un dilemme ou on a beaucoup d'alternatives dans les options. Parce qu'un dilemme, c'est peut-être je fais ou je fais pas. Un dilemme, c'est deux choix possibles. Hein. Vous voyez ? Une alternative des options, ça se complique. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Les choix deviennent plus... Voilà. Mais vous voyez qu'il y a quand même un process quand même assez long avant de décider. C'est ça. Là, on n'est pas dans les millisecondes. Là déjà, là, on est... Tout à fait. On a déjà oui, passé... Mais il faut en passer par ces étapes-là, quelle que soit la durée de ces étapes. Forcément, à un moment donné, il y a des étapes à franchir pour pouvoir décider. C'est ça. Mais donc, c'est pour ça que je vous donne ces options-là, ce process, parce qu'en fait, on a vu que il y a des choses aussi importantes pour un sportif, pour sa carrière aussi, pour aussi une saison, pour une planification. Alors le mécanisme de décision, au final, vient après les options, les choix, les dilemmes, les alternatives, la mesure des bénéfices-risques. On arrive à la solution réfléchie, au consensus partagé si on parle d'un groupe. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour parler de consensus, on voit qu'aujourd'hui, le problème du consensus est peu présent en fait, dans nos sociétés modernes. Il y a une vraie réflexion aussi, une véritable réflexion à mener aussi sur cette version du consensus qui va être d'un point de vue collectif. Et en même temps aussi, il y a un gros travail à fournir aussi en tant que préparateur mental, accompagnement mental, notamment du sportif, on parle là, c'est le côté du consentement, puisque à un moment donné, quand on a vraiment travaillé sur les options, sur le sens, sur les choix éventuels, etc.,
eh bien, on voit bien qu'il y a une sorte de consentement qui s'installe. C'est-à-dire il y a un consentement personnel et qui peut tendre aussi vers un consensus, finalement, collectif. Parce que si on est dans une équipe de sport co, on le voit bien. Si vous regardez, là, on est en pleine Coupe d'Europe de football, mais s'il n'y a pas à un moment donné un consensus dans l'équipe, si je joue perso, comme on dit, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a aussi une sorte de consentement à faire, personnel, pour qu'il y ait un consensus aussi autour du projet collectif de l'équipe. C'est toute l'intelligence des préparateurs, des coachs sportifs qui accompagnent ces équipes professionnelles. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire de l'équipe de France. Là, on peut écrire un livre là-dessus sur. J'imagine. Oh oui, là, il y a encore voire plusieurs. Mais c'est vraiment intéressant. On se rend compte que justement, ces aspects mentaux, on ne va pas dire qu'ils ont été mis de côté. Ils ont toujours existé, mais on les met un petit peu plus en valeur parce que le niveau augmente au niveau physio, etc., au niveau corporel, on le sait, parce que ça se professionnalise. Et, voilà, mais par contre, il y a tout un pan maintenant sur cette version mentale qui vient achoper ces versions de la performance. Qui permet de professionnaliser, d'accompagner professionnellement et de professionnaliser les sportifs. Alors justement, vous avez choisi deux exemples d'expérience sur les choix et décisions. Voilà. Exemple d'expérience, les choix, les décisions. Comment est-ce que ça se concrétise dans ces deux exemples? Alors j'ai pris des exemples assez anciens, mais j'aurais pu en prendre évidemment une centaine. Mais je me suis mis sur le tennis parce que je trouve que la pratique du tennis, c'est quelque chose où on voit que la prépa mentale est souvent très très présente parce que c'est quand même un sport quelque part individuel, mais il y a le côté du jeu, ça peut vite craquer. Parce qu'on est sur vraiment des gestes techniques particuliers. Et donc là, j'ai pris l'exemple de Nadal en 2008 qui a affronté Federer. Donc c'est un exemple que tout le monde connaît, donc c'est plus facile peut-être à comprendre. C'est-à-dire, Nadal, avant d'être le grand champion qu'il a été, gagné plusieurs fois Roland-Garros, avait subi vraiment beaucoup de défaites, notamment sur le gazon de Wimbledon. Et puis il a ajusté en fait sa stratégie. C'est-à-dire qu'il a pris la décision, il a mis toutes les options, il a certainement analysé comment jouer tous les autres adversaires, et notamment surtout Federer. Et il a justement mis des options, il a fait des choix de jouer au niveau un jeu plus agressif, et en fait avec plus d'audace, vous voyez, peut-être un peu plus qu'on appelle aussi dans le terme du sportif, un peu plus d'arrogance, mais l'arrogance dans le côté positif. Oui, c'est ça, qui permet d'aller vers la performance. Exactement, et notamment aussi en exploitant les faiblesses de l'autre. C'est-à-dire cette arrogance a peut-être aussi surpris, et c'est aussi quelque chose que j'aime bien travailler aussi, cet effet de surprise qu'il peut y avoir, puisque c'est de la nouveauté. La nouveauté peut aussi stresser l'autre. Voilà, on le rappelle, les 4 secteurs du stress sont quand même le côté du manque de contrôle, l'incertitude, la nouveauté et l'estime de soi. Et alors, le deuxième exemple concerne là du sport collectif, on va dire. Oui, alors on est en pleine Coupe d'Europe, on aurait pu en parler, mais c'est un petit peu. Mais là, c'était par exemple sur le côté de l'Espagne qui avait perdu. Vraiment une défaite surprenante d'ailleurs contre la Suisse. Et là, tout le collectif a dû revoir sa stratégie pour les matchs suivants. Et l'entraîneur, Vicente Del Bosque, lui, il a utilisé cette expérience sans partir dans le côté négatif, mais se concentrer davantage justement sur un autre contrôle du jeu, notamment une défense un petit peu plus solide. Donc il a remis en place toute une stratégie, il a revu toutes les options. Il a fait des choix après tactiques complètement différents pour repartir. Je pense que c'est maintenant ce que font beaucoup d'équipes, évidemment. Mais comme il y avait vraiment une défaite, vous voyez, c'est là où aussi, dans les choses assez fortes, parfois, il faut savoir complètement basculer. Et là, créer justement ce consensus et donner, on le verra aussi, de la confiance à tous ces joueurs. Et ça a été crucial puisqu'ils ont remporté finalement le tournoi. Voilà. Alors, ces expériences sont effectivement très évocatrices. Vous parlez de confiance. Alors, du coup, ça nous donne quand même une perspective par rapport aux prochaines émissions, puisque c'est un sujet que vous souhaitez aborder, je crois. Oui, tout à fait. La confiance est aussi, comme la décision, quelque chose, un concept qui est très très large, mais en préparation mentale,
qui ouvre des champs qu'on entend beaucoup, effectivement, pour les sportifs, puisque c'est fondamental. Il parle aussi bien de l'estime de soi, de la confiance, et aussi même de l'affirmation de soi, du concept de soi. Donc ça évoque énormément de choses. Énormément de choses que nous aborderons donc dans la prochaine émission, les 2 prochaines émissions. Alors, comme à votre habitude, vous aimez nous suggérer des propositions de lecture. Oui, donc Pierre-Marie Lédo, mais avec d'autres auteurs, qui est un livre dans le cerveau du manager qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et notamment pour optimiser vos capacités cognitives. Et notamment, vous voyez, il y a tout un petit pan qui parle décider, mobiliser, donner du sens grâce aux neurosciences. Donc, je vous le conseille, notamment si vous êtes entraîneur ou manager, très important, parce que généralement, de côté entraîneur, on est souvent aussi manager. Ouais, c'est-à-dire que bien souvent, effectivement, les managers des organisations, soit industrielles, administratives, institutions, devraient s'inspirer des connaissances des entraîneurs, parce que justement, en tant que coach sportif, vous intervenez beaucoup sur la motivation, sur le feedback, donc tous les ingrédients qui vont faire l'autonomie. Un footballeur, quand il joue, c'est lui qui joue. C'est pas... Et donc, c'est à un moment donné, mais il joue aussi en équipe. C'est ça. Et c'est le résultat de l'équipe qui compte. Oui, il y a des ressemblances, et on est aussi sur un côté de la performance, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire optimiser vraiment le potentiel d'une équipe, le potentiel d'une personne. Donc, on le retrouve aussi dans l'entreprise. On le retrouve dans l'entreprise. Voilà. Deuxième ouvrage, on l'a vu tout à l'heure, qui me semble intéressant. Il y a tout le côté apprendre à choisir, mais qui va justement sur le process du côté, alors Bernard Bougon et Laurent Falk, qui aux éditions Duno, et notamment pour prendre les bonnes décisions aussi, puisque voilà, on l'a vu, c'est au centre, le choix est au centre après entre les options et la prise de décision. Eh bien, merci beaucoup Éric Lacroix, un programme de lecture effectivement très intéressant. Merci pour ces suggestions. À très bientôt donc pour les prochaines émissions sur l'exploration mentale. Quant à nous, bonne journée et à très bientôt.